Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'assister à ce nouveau webinaire organisé par le groupe de travail Assurance des emprunteurs de l'Institut des actuaires. Il sera consacré donc à l'impact de la suppression de la sélection médicale à la souscription consécutivement à la loi Lemoine qui est entrée en vigueur l'année dernière. Avant de passer la parole aux panélistes, je vais vous donner un rapide mot de présentation du groupe de travail Assurance des emprunteurs que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant 3 ans avec Anne-Gaëlle Lugan. Donc, c'est un groupe de travail qui est ouvert à l'ensemble de la communauté actuarielle avec pour objectif d'échanger entre nous sur les questions actuarielles, qu'elles soient consécutives à des évolutions de réglementation ou à des évolutions de pratiques de marché. Et là, ce groupe de travail a également pour objectif de contribuer à des positions éventuelles que pourrait porter l'Institut des actuaires suite à des consultations publiques, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, le conseil d'administration de l'Institut s'appuie sur les travaux des groupes de travail. Et enfin, un autre objectif important, je pense, en termes de pratique, est d'élaborer des bonnes pratiques actuarielles et naturellement de les communiquer au sein de la communauté actuarielle sur l'assurance des emprunteurs. Donc aujourd'hui, c'est un groupe de travail qui réunit une cinquantaine d'actuaires et qui a choisi pour la deuxième session, sa deuxième saison, à l'instar des séries Netflix, différents thèmes que j'ai repris en bas. Je vais vous les commenter très rapidement. Le premier, sur la provision pour risque croissant en assurance emprunteur, a donné lieu à la rédaction de guidelines l'année dernière, qui d'ailleurs sont disponibles sur le site de l'Institut des actuaires, donc je vous encourage à aller les consulter. Si le sujet vous intéresse, éventuellement réagir auprès des contributeurs le cas échéant. Un deuxième sujet important dans le contexte actuel d'évolution de la réglementation en vue de simplifier ou d'augmenter le taux de résiliation, de substitution de contrats d'assurance emprunteur et l'estimation, la modélisation et l'impact des taux de chute sur les contrats, qui fait actuellement l'objet d'une consultation auprès des membres afin d'identifier quelles sont les principales hypothèses qui ont été retenues par les actuaires dans les compagnies pour l'appréciation du risque. Un autre sujet qui va être au cœur de notre intervention aujourd'hui sur l'impact de la suppression de la sélection médicale en décès et arrêt de travail. Un autre sujet est l'impact de la segmentation tarifaire et de manière générale de la segmentation, que ce soit sur la sélection des risques ou sur les tarifs et les garanties, sur le marché de l'assurance emprunteur, parce qu'il y a des acteurs qui peuvent avoir des politiques différentes en termes de segmentation entre les banques assureurs et les assureurs individuels. Donc, il est intéressant on s'est posé la question d'un éventuel impact et d'un éventuel équilibre de ce marché consécutif à des pratiques de segmentation différentes, s'appuyant en particulier sur des travaux académiques réalisés par Arthur Charpentier et Frédéric Planchet. Un autre sujet qui donne lieu à communication est la veille juridique et réglementaire. Vous avez peut-être vu passer dans les communications de l'Institut des actuaires des messages relatifs à des flash infos. Donc, il y a déjà 5 flash infos qui ont été publiés donc, sur le sujet de l'assurance emprunteur. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil si le sujet vous intéresse toujours. Et enfin, un dernier sujet, un sujet de fond qui consisterait à créer une table de place pour l'étude de la mortalité des portefeuilles ADE. Il existe un certain nombre de tables de place sur d'autres marchés, en santé et en décès. Mais aujourd'hui, il n'existe rien sur les portefeuilles, sur le marché spécifique de l'assurance emprunteur. C'est l'objet de ce groupe de travail. J'en ai fini avec cette rapide présentation. Donc, je vais maintenant passer la main aux panélistes, Juliano, Tanguy, Floriane. Je vous laisse la parole pour présenter le résultat de vos réflexions et de vos travaux sur la suppression de l'impact de la sélection médicale. Oui, bonjour à tous.
Donc, comme l'a dit Vincent, nous allons traiter aujourd'hui de la suppression de l'impact de la sélection médicale, qui est donc dirigée par le groupe de travail numéro 7, qui est composé de 10 personnes environ, dont il faut souligner la diversité, puisque nous venons quasiment d'horizons différents, de la banque assurance, de l'assurance alternative, la réassurance, courtier-distributeur, ce qui permet d'enrichir nos réflexions qui n'engagent pas cependant les compagnies. Nous choisissons également nos sujets en fonction du contexte législatif, des évolutions, dont nous tentons d'en déterminer les impacts sur le risque. Nos travaux ont été également présentés lors de la journée des 100% actuaires au mois de novembre 2022. Et parfois, les travaux font également l'objet de publications. Nous serons donc trois à vous présenter nos travaux. Tout d'abord, Floriane Pian, qui est donc actuaire pricing senior au sein de Swiss Re, avec une quinzaine d'années d'expérience en assurance, prévoyance et assurance emprunteur sur le marché français. Et également Tanguy Loek, actuaire directeur produit de MetLife France, avec une dizaine d'années d'expérience en assurance emprunteur et souscription sur différents marchés européens. Et pour ce qui concerne, donc, je suis responsable des produits d'assurance emprunteur depuis 20 ans. Donc, je suis également responsable d'autres missions, notamment pour ce qui est de l'inventaire. Je vais également vous présenter le sujet. Non, pardonnez-moi, je vais tout d'abord passer la parole à Floriane qui va nous présenter le sujet numéro 1. Oui, merci Giuliano. Excuse-moi Floriane, juste un point, si je me permets, en termes d'organisation. L'agenda comporte 5 parties, vous les voyez à l'écran. Ce qu'on vous propose, c'est de réunir les questions à l'issue de chacune des parties. Donc, vous aurez certainement des questions, des remarques. Et dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de les écrire dans le chat auquel vous avez accès. C'est un bandeau qui peut être en haut, en bas de votre écran. Donc, nous voyons les questions et ce que je ferai, c'est je jouerai le rôle de modérateur et je synthétiserai ou je poserai aux panélistes à l'issue de chacune des parties les questions que vous aurez ou remarques que vous aurez pu avoir ou faire durant la présentation. Voilà, j'ai fini. Floriane, à toi. Merci. Alors, dans la première partie, on va analyser le rôle de la sélection médicale, parce que pour évaluer l'impact de la suppression médicale, il faut comprendre quel est son rôle. Donc, c'est une partie qui, pour certains d'entre vous, paraîtra très simpliste, mais qui a pour objectif de poser les bases. Le principe de l'assurance est de couvrir un aléa. Or, lorsqu'un prospect fait la démarche de souscrire un contrat d'assurance, il existe une asymétrie d'information entre le futur assuré et l'assureur, puisque ce futur assuré connaît mieux ses risques vis-à-vis des garanties pour lesquelles il souhaiterait être assuré. Pour éviter ce déséquilibre d'information, l'assureur peut sélectionner les risques afin de maintenir un équilibre technique de son portefeuille. La logique actuarielle de tarification mutualisée d'un contrat correspond à une tarification basée sur un profil actuariel moyen. Et donc, le rôle de la sélection médicale est de traiter les risques en dehors de la tarification standard. La sélection permet de déterminer un degré de risque d'un proposant à l'assurance et de vérifier son adéquation au profil actuariel moyen. Il s'agit donc de rétablir l'équilibre d'information entre l'assureur et l'assuré. Pour ce faire, on peut identifier les risques et l'exposition potentielle au proposant à l'assurance et lui proposer une tarification en adéquation avec son risque. Ce qui vise en fait à ramener autant que possible le couple tarif-garantie vers le risque actuariel moyen. La finalité de la sélection médicale est donc de connaître le risque souscrit et de le tarifer au juste prix. Sans sélection médicale, l'actuaire procédera à une tarification a priori qui devra intégrer un coût d'incertitude. Un point important est aussi que mutualiser des risques qui ont été sélectionnés permet à l'assureur de pratiquer un tarif homogène plus bas. Un tarif en assurance emprunteur est plutôt autour de 50% d'une table de mortalité générale. Et ceci prend son importance, notamment dans le contexte actuel avec le respect du taux d'usure, mais cela permet aussi d'assurer une compétitivité des offres. Dans la slide suivante,
on propose de regarder les différents dispositifs qui sont utilisés par l'assureur et que l'on retrouve dans les grilles de sélection médicale. Ces fameuses grilles qui sont en fonction de l'âge de la personne à assurer au moment de l'adhésion et des montants qui sont mis en jeu. Ceci permet de moduler la sélection à effectuer et d'avoir différents niveaux de granularité. Par exemple, pour les jeunes assurés, la sélection est souvent assez simple, basée sur un questionnaire simplifié de santé, et une réponse positive à l'une des questions peut entraîner des investigations complémentaires. Comme la santé se dégrade naturellement avec l'âge, au fur et à mesure, les questions posées sont renforcées et peuvent être plus nombreuses et plus détaillées. Le deuxième point, c'est que le risque pour l'assureur étant proportionnel aux capitaux à assurer, plus les capitaux sont élevés, plus il est possible de demander des examens ou des analyses médicales complémentaires. L'objectif étant de réduire la volatilité du risque et d'avoir un degré de précision important. Les questions posées portent sur, sur le passé, les antécédents médicaux, qu'est-ce qui vous est arrivé, arrêt de travail, maladie, séjour hospitalier, le présent, qu'est-ce que vous avez actuellement, et le futur, quels sont les examens prévus, les hospitalisations éventuelles. On trouve aussi des questions biométriques, la taille, le poids, et des questions liées à l'hygiène de vie et les habitudes comportementales. La sélection médicale a un coût commercial et un coût opérationnel du fait de l'utilisation des outils, parcours digitaux, des ressources humaines et le coût des examens par eux-mêmes. Et donc, l'optimisation du couple coût et bénéfice de la sélection médicale selon les contraintes, les expertises de chaque acteur va résulter en une diversification des offres sur le marché de l'emprunteur, ce qui permet à chaque assureur de proposer une offre au plus près de sa stratégie commerciale et de son appétence au risque. Au niveau, une fois qu'on a posé toutes ces questions, au niveau des décisions, la sélection du risque peut résulter en une acceptation aux conditions normales du contrat, s'il y a peu ou pas d'écart avec le profil actuariel moyen, une acceptation avec des surprimes ou avec des exclusions, une acceptation avec une application d'un délai de carence, de franchise ou de limitation de couverture. Il peut y avoir aussi un ajournement du dossier en attendant une stabilisation de l'état de santé ou un refus de l'assuré. On évalue qu'environ 80 à 85% des souscriptions font l'objet d'acceptation sans surprime, 15 à 20% des dossiers font l'objet de surprimes et ou d'exclusion, et moins de 0,5% font l'objet de refus au titre de la garantie d'essai sur l'assurance emprunteur. Ce taux bas est aussi grâce au dispositif AERAS, la mise en place d'AERAS. Un autre point, c'est que la CPR évalue entre 5 et 8% le nombre de prêts immobiliers qui ne sont pas couverts par une assurance et pour lesquels les banques ont accepté de prendre une autre garantie, par exemple un nantissement. Donc, bien évidemment, parmi ces personnes, on peut retrouver des personnes à fort potentiel patrimoniaux, mais on peut aussi imaginer que parmi elles, certaines personnes sont non assurables du fait de leur état de santé aggravé. Avec la mise en place de la loi Lemoine, ce sont peut-être des assurés que l'on pourrait retrouver demain dans nos portefeuilles. Donc ça, c'était le panorama sur la sélection médicale. Je ne sais pas si vous avez des questions, et sinon, je laisse la main à Juliane. Merci Floriane. Donc cette présentation un peu théorique du rôle de la sélection médicale n'appelle pas de questions. Donc je propose maintenant de passer à la partie suivante qui sera présentée par Giuliano. Les membres du groupe de travail se sont posé la question de savoir quelles pouvaient être les pratiques sur d'autres marchés européens et éventuellement les conséquences qu'on pouvait en tirer sur le marché français. Je te laisse la parole, Giuliano. Oui, merci. Oui, en effet, donc la France, bien que précursrice de les pratiques sans sélection médicale, mais elle n'est pas la seule, puisque ça se répand d'année en année, hein, si je puis dire, à travers plusieurs pays.
Et je vais vous présenter quelques exemples sur quelques pays. Donc, à commencer par la France. Tout d'abord, sur le fait suivant. Merci. Donc, nous avons un état de 5 pays où on peut retrouver les pratiques selon plusieurs critères, les produits couverts, la période du droit à l'oubli et les conditions applicables, notamment en ce qui concerne le niveau du capital et l'âge. Donc là, en France, hein, ça a commencé en 2016 avec un droit à l'oubli sur l'ensemble des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises, qui était de 10 ans au départ et qui est passé à 5 ans en 2022. Et depuis 2022, a été ajouté au cancer également l'hépatite C, et avec une limitation capitale de 420 000 qui est également évolutif. Donc là, on peut également découvrir les pratiques d'autres pays qui sont assez ressemblants et dont je vais détailler un peu plus dans les slides suivants. Donc, en ce qui concerne la France, a été mis en place au niveau des prêts à la consommation, eh bien, une suppression de la sélection médicale avec un doublement du prix pour notamment, bien sûr, couvrir les risques supplémentaires. Et sur ce produit, qui était donc une assurance au prêt à la consommation, n'a pas engendré de résultats négatifs. Donc voilà pour ce qui est de la couverture prêt à la consommation. Une seconde expérience avait été réalisée par un acteur sur les TNS en proposant un produit également sans sélection médicale. Et là, pour le coup, ça n'a pas été un succès, puisque a été constaté donc une dérive assez rapide de la sinistralité et un retrait de ce produit. C'est probablement lié à une politique de l'entreprise qui a eu une approche disruptive face à un marché plutôt concurrentiel. Donc voilà pour la France. En ce qui concerne donc le Portugal, donc un droit à l'oubli a été également instauré, similaire au dispositif AERAS français. Donc, pour les infections ayant fait l'objet d'un traitement qui a pris fin il y a plus de 10 ans ou plus de 5 ans pour les personnes âgées de moins de 21 ans. Mais ce à quoi a été rajouté un droit à l'oubli pour les situations médicales chroniques faisant l'objet d'un protocole thérapeutique efficace et continu de plus de 2 ans, conduisant à un risque aggravé de santé atténuée ou d'invalidité atténuée. Nous avons estimé que cette rédaction portait un petit peu à confusion, puisque tout d'abord, la loi délègue à 100% au jugement du proposant l'évaluation du risque selon sa propre appréciation. L'expression protocole thérapeutique efficace paraît difficile à définir. Le seuil de 2 ans nous paraissait également insuffisant. Et cette non-sélection n'était pas soumise à un niveau de capital. Cependant, le législateur n'ayant pas imposé de ligne directrice, chaque assureur interprète la loi à sa façon et la plupart des assureurs ont poursuivi le process classique. En ce qui concerne la Belgique, un droit à l'oubli à 10 ans a été mis en œuvre pour les cancers et autres maladies. Contrairement à la France, l'assuré belge doit déclarer sa pathologie, mais l'assureur n'en tient pas compte, hein, contrairement à la France, pour qui l'assuré ne doit pas forcément indiquer ses pathologies. En 2022, en la matière, le droit à l'oubli va passer à 5 ans pour les moins de 21 ans et à 8 ans pour les plus de 21 ans. Et à noter qu'à partir de 2025, le droit à l'oubli passera à 5 ans en Belgique. En ce qui concerne l'Allemagne,
une non-sélection médicale a été mise en œuvre pour les prêts à la consommation, en mettant en œuvre une déclaration de bonne santé avec une exclusion préexistante dont l'origine date de moins de 12 mois avant la prise d'effet, ayant pour conséquence une exclusion pendant les 24 premiers mois sur les maladies concernées, donc le cancer, maladie du rein, du cœur, sida, maladie nerveuse, maladie chronique. Donc en Allemagne, il est intéressant de noter qu'on va au-delà du cancer. En Belgique, voilà, c'est ça. Donc le slide suivant. Et donc, à noter également que d'autres pays sont en réflexion, notamment en Italie. Le Parlement italien et l'Association italienne des consommateurs discutent actuellement pour introduire un droit à l'oubli pour le cancer. Et en Roumanie, un droit à l'oubli a été mis en œuvre également de 7 ans, réduit à 5 ans pour les moins de 18 ans. Donc, en conclusion, on peut noter que ça serait, la suppression de l'installation médicale se répand, mais idéalement, on pourrait espérer qu'une loi commune serait instaurée au sein de l'Europe. Très bien, merci Giuliano. Je vais maintenant vous poser quelques questions. Alors, en revenant à la première partie, à celle de Floriane, parce qu'entre-temps, il y a eu quelques questions. Tout d'abord, il y a eu une question générale de savoir si la présentation sera disponible sur le site de l'Institut des Actuaires. Donc, la réponse est oui. La présentation sera disponible sur le site de l'Institut des Actuaires dans la rubrique de mémoire présentation et webinaire sous quelques jours, probablement la semaine prochaine. Donc, vous pourrez effectivement la consulter à tête reposée à l'occasion. Et cette présentation comporte également les adresses mail professionnelles des uns et des autres pour éventuellement échanger si le cœur vous en dit. Une question a été posée de savoir qui prend en charge la sélection des risques. Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est la compagnie? Qui veut répondre? Floriane, je te... Oui, alors de mon expérience, généralement, c'est la compagnie. Après, si la compagnie fait une proposition d'acceptation qui est refusée, ça peut être facturé au client, mais généralement, de mon expérience, c'est la compagnie. Je ne sais pas si vous avez d'autres visions. Donc, ce qui veut dire, Floriane, que la suppression de la sélection médicale pourrait se traduire par une économie financière liée au coût de la sélection médicale. Tout à fait. Cependant, la sélection médicale, comme on l'a vu, est fonction du couple âge et capitaux à assurer. Plus les capitaux sont élevés, plus les examens complémentaires vont être importants. Les ECG d'effort, on ne va pas les faire pour un capital assuré de 100 000 €, mais plutôt pour des gros montants. Donc, tout ce qui est plutôt coûteux, ça sera pour des montants assez importants. Et dans le cadre de la loi Lemoine, il peut y avoir des économies, bien évidemment, sur le coût de la sélection médicale pour l'assureur, mais généralement pour des plus faibles montants, on reste sur des questionnaires. Et donc, la suppression de la sélection médicale dans le cadre de la loi Lemoine, c'est moins de 200 000 € et moins de 60 ans terme. Je ne sais pas si les économies seront si conséquentes. Merci Floriane. Une autre question par rapport à un chiffre que tu as cité. Tu as indiqué que d'après la CPR, 5 à 8% des contrats de prêt sont des crédits, pardon, ne sont pas couverts par une assurance emprunteur. Donc la question qui était posée de savoir, c'est est-ce que ça faisait partie des refus d'assurance ou pas? Non, ce sont réellement les crédits qui ne sont pas assurés. Donc, c'est des garanties comme du nantissement que les banques ont accepté. Donc, c'est en dehors des refus. Pardon. Très bien, merci. J'espère qu'on aura répondu aux questions des personnes. Maintenant, sur la deuxième partie, Giuliano, j'ai une question d'Hervé Vignalou qui s'interroge sur la pertinence du doublement des tarifs
pour les garanties d'essai et IT, pour les crédits à la consommation. Il me demande si ça ne paraît pas abusif au regard du supplément de risque accepté, y compris en tenant compte de la forte anti-sélection. Oui, on peut naturellement penser que c'est abusif. Hein. Je suis assez d'accord sur le principe, sachant qu'en crédit conso, on n'a pas forcément de concurrence accrue sur l'assurance. Mais ça n'est pas une raison d'en abuser. Je rejoins cet avis-là. Mais je n'ai pas d'explication sur la décision de ce doublement de coûts. Pour faire la comparaison avec mais je vais en parler tout à l'heure, sur la tarification. Le moine, en effet, il ne s'agit pas de doubler le tarif, bien que ça puisse être pensé par certains assureurs, mais pas mis en œuvre, fort heureusement. D'accord. Aussi, un autre élément peut-être à noter, c'est que la sélection sur les crédits conso étant beaucoup plus simple, on est essentiellement sur des déclarations de bonne santé. Et donc, la réalité, c'est que ça se traduit par pas mal de fausses déclarations et donc de refus de prise en charge par les assureurs et qui également sont répercutés dans la hausse du tarif consécutif à la suppression de ce questionnaire. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne voit pas sur les crédits immobiliers parce que là, on va dire qu'il y a des meilleures pratiques en termes de sélection, les questions sont plus nombreuses et donc il y a un taux de refus qui est fausse déclaration qui est quand même beaucoup plus faible pour les prêts immobiliers. Donc on peut le regretter vu que pour les crédits conso. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une pratique de classe. J'avais une autre question de Benoît qui se posait la question de l'utilité d'annoncer en Belgique, quand tu as dit qu'effectivement, tu as indiqué qu'en Belgique, quand bien même il y avait un droit à l'oubli, le postulant devait déclarer ses pathologies. Et donc, Benoît se posait la question, mais quelle est l'utilité de déclarer sa pathologie si elle ne peut pas être prise en compte être prise en compte par l'assureur? Oui, en effet, j'imagine probablement que c'est pour des raisons purement statistiques. Alors, je préciserai, je vais donner ma vision là-dessus. Ça peut servir de plusieurs plans. Un, ça peut être protecteur pour l'assuré. Parce que si c'est différent en termes de responsabilité, si c'est l'assuré qui décide ce qu'il doit déclarer, que si c'est l'assureur qui décide ce qui n'est pas intégrable dans la sélection médicale. Dit autrement, la pratique actuelle, par exemple, du marché français, qui est de laisser la responsabilité de ce qui doit être déclaré à l'assuré, fait porter un risque à l'assuré si jamais il se trompe, c'est-à-dire il considère à tort qu'il ne doit pas déclarer telle pathologie. Ça peut faire porter un risque assez fort de potentiellement fausse déclaration et donc non prise en charge en cas de sinistre. Alors que si c'est l'ensemble de la pathologie est déclarée et que c'est l'assureur qui choisit, enfin je ne sais pas qui choisit, mais qui applique les règles du droit à l'oubli, ce risque-là disparaît du point de vue de l'assuré. Ce qui nécessite effectivement de s'assurer à contrario, que l'assureur a une bonne application des règles du droit à l'oubli. C'est exact. L'autre aspect, c'est que ça permet à l'assureur de connaître le risque qui rentre dans son portefeuille. À l'instar, par exemple, c'est peut-être, je vais faire un raccourci, mais à l'instar du sexe, homme-femme, qui ne peut pas intervenir dans la tarification, mais néanmoins, ça donne à l'assureur une vision de son risque et ça peut lui permettre, par exemple, d'avoir un provisionnement spécifique ou mieux adapté à la caractéristique exacte de son portefeuille, par rapport à un schéma où il n'aurait pas cette information et donc il est obligé de faire une hypothèse sur la répartition homme-femme, par exemple, ou sur la répartition, dans ce cas qui nous concerne, d'éventuelles pathologies anciennes par rapport au fait de le savoir. Donc, de mon point de vue, il vaut toujours mieux avoir l'info que ne pas l'avoir. Parce que si on ne l'a pas, on est obligé de faire une hypothèse et donc d'avoir une marge de sécurité sur cette hypothèse en cas de déviation. J'espère avoir répondu. Je vais maintenant passer à la troisième partie présentée par Tanguy. Merci Vincent. Donc, comme on le disait, la loi Lemoine constitue un véritable choc réglementaire sur le marché de l'assurance emprunteur, avec un fort changement sur le profil de risque des assurés,
Et notre groupe s'est naturellement posé la question des leviers à la disposition des actuaires pour mieux évaluer les risques sur ce type de contrat, mieux contrôler le risque de souscription et notamment le risque d'antisélection. Donc, on va passer en revue trois types de critères de contrôle de risque. Donc, on va commencer par le plus évident, c'est-à-dire celui des dispositions contractuelles. Je pense qu'on peut passer, Vincent, tu peux passer à la slide suivante, merci. Donc, sur les dispositions contractuelles, il y a notamment une exclusion importante dans les exclusions, c'est l'exclusion liée aux pathologies et sinistres antérieurs à la souscription. Donc, l'idée, c'est de ne pas couvrir les pathologies survenues antérieurement au contrat. Et c'est une clause qui est souvent appliquée dans les contrats emprunteurs sur les contrats crédit conso, perso ou crédit perso à court terme. Donc, on pourrait l'envisager de l'inclure sur le segment Lemoine, mais force est de constater qu'actuellement, la très grande majorité des acteurs continuent à couvrir les prix ex en décès ou en IPT. Et en effet, dans la mesure où à la souscription, l'assureur n'a rien demandé à l'assuré, commercialement, c'est très difficile, c'est en cas de pathologie antérieure à la souscription, de refuser un sinistre pour cette raison. Il y a même un acteur qui applique cette exclusion, mais sur un nombre limité, sur quelques pathologies spécifiques. Sur les garanties complémentaires ITT, l'approche est la suivante, enfin l'approche actuelle de la majorité des acteurs est la suivante. Les prix ex ne sont pas exclus, mais bien sûr, on ne couvre pas les situations où il y a une absence d'aléa. Donc, par exemple, si les ITT qui sont en cours à la date de souscription ou les invalidités qui ont été consolidées avant la date de souscription du contrat. Le deuxième point sur les conditions contractuelles qu'on a évoqué, c'est le délai de carence. Alors, ce serait possible, hein, mais à date, c'est peu adopté sur le marché notamment parce que les banques exigent le même niveau de garantie que sur les contrats non Lemoine. Troisième élément qu'on a aussi évoqué, c'est sur les franchises. Et on s'est dit notamment que certains assureurs pourraient décider de cesser d'offrir des franchises courtes. Mais comme le marché sur l'emprunteur a de toute façon très majoritairement à 90 jours de franchise en ITT, on s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre sur les franchises. Sur les limites d'indemnisation, on s'était dit aussi que pourquoi pas ne plus couvrir 100% de la mensualité sur le segment Lemoine de façon à ce qu'il y ait un reste à charge pour l'assurer en cas de sinistre. Enfin, il y a le sujet des MNO, donc les maladies non objectivables, typiquement les problèmes de dos, d'opsie, où plusieurs approches sont utilisées sur le marché selon les acteurs. Donc, certains excluent ces situations totalement, d'autres les couvrent avec ou sans critère d'hospitalisation. Et le critère d'hospitalisation peut aussi être plus ou moins long selon l'acteur concerné. Et enfin, d'autres acteurs proposent en plus, en option, le rachat de la condition d'hospitalisation en cas de MNO. Donc, voilà ce qu'on a un petit peu évoqué au niveau des dispositions contractuelles. Maintenant, on voulait évoquer plutôt les aspects sélection. Donc, aujourd'hui, la loi Lemoine a fait modifier le code des assurances et pour tenir compte de la réglementation, le code stipule qu'aucune sélection médicale ne peut être sollicitée par l'assureur sur les crédits où l'encours cumulé ne dépasse pas 200 000 € et où l'âge au terme reste inférieur à 60 ans. Donc, Vincent, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, on ne peut plus faire de sélection médicale
Mais comme souvent, quand on interdit quelque chose, on va forcément réfléchir à des solutions de contournement. C'est l'objet de l'approche 1 qu'on a présentée ici, où l'assureur pourrait faire de la sélection indirecte et poser des questions complémentaires non liées à la santé, mais plutôt au comportement du candidat à l'assurance et modifier en conséquence son tarif. Alors, cette approche ne serait toutefois pas sans difficulté. Alors, tout d'abord, techniquement, au niveau de la technique actuarielle, on peut s'interroger sur la disponibilité des données et surtout si ces modèles seraient suffisamment pertinents ou prédictifs pour un usage en tarification. Et le deuxième point, c'est plus un sujet juridique où est-ce que faire de la sélection indirecte pourrait être requalifié en sélection médicale. Donc ça, je ne suis pas expert, mais c'est quand même un risque juridique important. Il y a aussi une autre personne de notre groupe qui a envisagé une approche différente dans laquelle l'assureur pourrait proposer aux candidats à l'assurance de meilleurs tarifs quand ceux-ci transmettent spontanément des informations sur leur bon état de santé sans que cela soit obligatoire. Alors là aussi, cette approche comporterait clairement un risque juridique très élevé et s'ajouterait en plus des risques liés à la qualité, à la crédibilité et à l'exhaustivité des informations fournies par l'assuré. Donc cette approche est plutôt hypothétique, mais comme on l'a évoqué, on voulait la mentionner dans cette restitution. Le dernier critère qu'on a analysé est celui des tarifs. Alors là, pas beaucoup de marge de manœuvre puisque le marché marche quasi exclusivement avec des taux garantis, c'est-à-dire que les conditions générales stipulent que les tarifs et les garanties sont irrévocables pour toute la durée du contrat. Ces taux garantis forcent les différents acteurs à suivre leur sinistralité par génération d'affaires nouvelles de la même façon, ils vont suivre leur mix de business par génération d'affaires nouvelles. Néanmoins, on s'est dit que, alors ce n'est pas le cas actuellement, mais sur les aspects tarifs, si un acteur arrivait à s'imposer sur le marché en offrant des taux révisables, cela pourrait forcer le marché à tarifer explicitement les garanties dans les tarifs, pour les tarifs à taux garanti, comme c'est le cas dans d'autres pays. Ces assureurs qui pourraient proposer des taux révisables auraient aussi à arbitrer entre la flexibilité de pouvoir retarifer les contrats tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, et le coût supplémentaire que ça engendrerait au niveau du capital s'ils utilisaient une frontière de contrat plus courte en Universal 2. Je crois qu'on a couvert les différents critères évoqués. Je ne sais pas s'il y a des questions de l'assistance, sinon je vais rendre la parole à Giuliano. Merci Tanguy. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Donc, je vous propose de passer maintenant, de redonner la parole à Giuliano, qui va nous présenter quelques éléments quantitatif. Ah, excusez-moi, 30 secondes. Je vais avoir une question de Céline qui se pose la question d'un risque que la législation évolue si en cas de sélection détournée, alors je suppose que par sélection détournée, Céline veut probablement dire sélection comportementale par un grand nombre d'assureurs. Donc, elle s'interroge sur un risque que la législation évolue pour bloquer toute question, sauf des questions relatives à l'objet du prêt. Ce qui serait une étape, ce que je comprends, une étape un cran plus loin que l'étape actuelle où on peut aujourd'hui poser un certain nombre de questions sur le style de vie, fumeur, non-fumeur, sur la pratique de sport, par exemple. Donc là, derrière ça, c'est l'éventuel, la réflexion de Céline, je suppose, c'est
une perspective sur le maintien ou non de ces critères, style de vie, sport ou certaines pratiques professionnelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais… Moi, je suis assez d'accord que voilà, si les acteurs, enfin, c'est un peu la normalité, hein, c'est si les acteurs s'adaptent pour contourner l'esprit de la loi, forcément, il faut s'attendre à ce que la loi évolue pour revenir à l'objectif qui était fixé initialement. Alors, je me permets d'intervenir parce que dans l'esprit de la loi, c'est important de l'avoir en tête, l'esprit de la loi, c'était de permettre aux personnes en risque aggravé d'avoir une assurance pour avoir le crédit. L'esprit de la loi, c'est pas de ne plus poser de questions. Le moyen imaginé par le législateur a été de supprimer les questions, mais la finalité est bien de proposer une assurance à tout le monde, y compris au risque aggravé, donc de créer un espèce de droit à l'assurance. Et la finalité, c'est bien celle-là. Donc, tant que cette finalité est respectée, je ne vois pas en quoi le législateur pourrait remettre la main à l'ouvrage. Bon, si ça n'appelle pas de commentaires, je propose de continuer avec Giuliano. Oui, donc merci. Donc là, je vais vous présenter l'impact de la suppression de la sélection médicale sur le prix de l'assurance à travers donc 3 points, analyse qualitative, quantitative, et je vais vous présenter un exemple de tarification. Donc tout d'abord, en ce qui concerne l'analyse qualitative, donc, il est évident que la suppression de la sélection médicale, mais comme l'a bien souligné Florian tout à l'heure, va engendrer un risque certain. Quant à l'absorption des coûts, les banques assureurs pourront s'adapter, alors que les assureurs alternatifs devront trouver de nouvelles segmentations, comme ça a été évoqué également. Le poids dans le marché des prêts concernés s'élève à 52%. C'est entre 22 et 60 selon les réseaux, en nombre, et en capital 36%, allant de 4 à 44%. Et au niveau de la tarification, eh bien, le seul moyen, enfin un moyen possible sera donc de mutualiser le coût et autrement dit, les bons risques vont payer pour les risques aggravés. Alors, donc, quels sont les critères quantitatifs qui peuvent intervenir sur la tarification? Tout d'abord, sur un portefeuille donné, alors sur un portefeuille, un exemple de portefeuille, eh bien, il y aura lieu d'analyser le poids des surprimes sur le chiffre d'affaires, également d'analyser le nombre de sinistres refusés qui pourront ne pas l'être demain, le refus ITT-IPT à la souscription, qui est estimé entre 1 à 15% en nombre, le refus sur toutes les garanties, qui est estimé entre 1 à 10% en nombre. Également, l'aspect que j'ai appelé par des auto-exclusions, que j'estime à 0,2. Donc, en moyenne, il faut savoir qu'un prêt est assuré est souscrit par 1,8 têtes et il est souscrit en moyenne il est assuré en moyenne par 1,6 têtes par prêt. Donc demain, on pourra les retrouver dans le portefeuille également. Dans la tarification, eh bien, il faut malheureusement prendre en compte un risque certain, comme l'a dit également tout à l'heure Florian, un risque qui serait refusé aujourd'hui pourra être accepté forcément demain. Bon, c'est peu probable, mais il faut en tenir compte. À prendre en compte également l'augmentation de la quotité, qui est en moyenne aujourd'hui de 70%. Donc, parmi les 30% restants, eh bien, on peut estimer un certain nombre de risques aggravés qui vont demain souscrire une assurance emprunteur. Puis également, bien sûr, prendre en compte l'antisélection.
Donc, sur le slide suivant. Merci. Donc, je voulais également mettre en exergue la répartition d'un portefeuille type à travers le temps entre des contrats lemoine et non lemoine. Donc, en non lemoine, étant entendu qu'il s'agit des contrats de moins de 200 000 et de moins de 60 ans au terme, qui peut évoluer dans le temps. Donc, ça peut également jouer dans la tarification. Donc, en nombre, on peut estimer qu'en moyenne, c'est 50-50, avec une tendance baissière dans le temps, donc avec un impact inférieur sur le niveau du risque. Mais quand on regarde en capital, on peut noter que la répartition des lemoines diminue et encore plus en chiffre d'affaires. Donc, ce sont également des points à prendre en compte dans la tarification. Et du coup, permettre de compenser le risque dans le portefeuille des non-lemoines, hein, si on en a plus. Et donc, un des moyens de tarification peut être l'analyse des S sur P. Des S sur P avec une distinction hors lemoine et lemoine, avant et après surprime. Donc, on peut constater un écart de résultat qui est en DC, par exemple, qui peut être de 15 en DC, de 11 en IPT et de 43 en ITT, et donc en dégager un aspect tarifaire, c'est-à-dire une majoration par rapport au tarif de base, étant entendu qu'il y a bien sûr lieu d'y ajouter les sinistres inconnus définis précédemment. Merci Giuliano pour cette présentation, cette évaluation quantitative qui, je le rappelle, concerne un portefeuille et qui n'est pas forcément le reflet du marché, mais c'est pour donner une illustration de quelques ordres de grandeur importants à identifier sur les portefeuilles et des mesures qui peuvent en être réalisées. Je me permets une question. Gaëtan nous demande si on peut s'attendre à des ajustements des quotités pour passer juste en dessous de la limite des 200 000 € assurés par tête et donc bénéficier, j'extrapole sa réflexion dans le moine. Je complète en disant qu'on peut également observer, est-ce qu'on pourrait également imaginer des quotités pour passer juste au-dessus de la limite de 200 000 € assurés, c'est-à-dire avoir une sélection médicale, certes, mais si j'en crois les chiffres à l'écran, peut-être un tarif plus avantageux. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres en termes d'aspect sur l'aspect théorique et puis ensuite les premières observations qu'on peut avoir en retour d'expérience de marché. Oui, tout à fait. Hein, oui, il est préférable, idéalement, d'orienter l'assuré à se garantir avec une quotité supérieure et lui faire dépasser les 200 000. Bon, ce qui convient mieux à l'assureur dans le sens où on aura une sélection médicale et permettre à l'assuré d'avoir un coût inférieur. C'est clair, c'est clair. Moi, je veux bien compléter sur le fait, dans le sens inverse, si la quotité, quand on souscrit en couple, par exemple, une quotité peut être ajustée à la hausse, à la baisse, pour justement passer, je suis tout à fait d'accord avec la question qui a été posée, en dessous des 200 000 €. Il y a aussi un montage de prêts antisélectifs, on a vu, et ça c'est expérience, voilà, on a vu des montants à 199 000 € des souscriptions. Voilà, il y a de l'antisélection, je pense, au niveau des quotités, au niveau des montages, au niveau du périmètre des prêts successoraux. Tout ça, c'est des hypothèses, mais ce sont des arbitrages complémentaires qu'il faut prendre en compte en plus des surprimes, l'abandon des surprimes et l'abandon des exclusions. Je compléterai aussi en disant que si un
sur la quotité voudrait passer la limite de 200 000 € pour bénéficier de meilleurs tarifs, je pense que c'est malheureusement ce qui doit arriver sur certaines affaires sur le marché, il pourrait avoir tendance à gonfler ses encours de crédit déclarés, puisqu'en pratique, les assureurs ne vont pas forcément tout contrôler. Et donc, pour conclure, ma vision, c'est que oui, aujourd'hui, on observe ce genre de pratique, c'est-à-dire ajuster la quotité pour passer au-dessus du seuil de 200 000 €, bénéficier d'un tarif plus avantageux, ou au contraire, passer en dessous du seuil de 200 000 € pour bénéficier d'une acceptation sans sélection médicale. Et de mon point de vue, ça doit faire partie des indicateurs dorénavant à identifier à la souscription, parce que on peut imaginer que les assurés qui arbitrent comme ça, quand ils arrivent juste au-dessus, c'est du bon risque, et quand ils arbitrent juste en dessous, c'est du mauvais risque. Et c'est plutôt pour ceux qui vont arbitrer juste en dessous. Donc, intégrer ce facteur sur lequel, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Un assureur ne peut pas refuser une quotité qui permet juste d'assurer, qui permet d'arriver à un capital assuré de 199 000 €. Aujourd'hui, l'assureur ne peut pas refuser cet état de fait, cette décision de l'assuré. Simplement, à lui de le suivre, à lui d'identifier si c'est un effet systémique qui peut venir d'un ou plusieurs apporteurs, et à lui de l'intégrer comme facteur éventuellement explicatif d'une sinistralité future. Et je crois je déborde un tout petit peu sur la dernière partie que développera Floriane. Une autre question qui a été posée par Jessica, savoir si les banques accepteraient une baisse de quotité en cours de prêt. Alors, les banques vont-elles accepter une baisse de quotité et ensuite en cours de prêt? Alors là, je me permets de répondre. Les banques, elles acceptent toutes les quotités dans la mesure où le prêt est couvert à 100%. Mais ensuite, que le prêt soit couvert à 130 ou 120%, ce n'est pas un enjeu pour le banquier. Le banquier, son exigence légale, c'est que le prêt soit couvert à 100%. Donc, s'il y a deux têtes, ça peut être 50-50, par exemple, ou ça peut être 60-40. Et donc, ajuster les quotités sur l'une des têtes, quitte à compenser sur l'autre, oui, c'est tout à fait faisable. Et la banque n'a pas d'enjeu en termes de risque crédit dans la mesure où la quotité globale reste à 100%. Ensuite, sur l'évolution des quotités en cours de prêt, ça c'est une problématique que révoquera tout à l'heure Floriane, qui est liée là pour le coup à la substitution. À tout moment dorénavant, la loi Lemoine embarque aussi une disposition sur la résiliation à tout moment, qui permet effectivement en cours de prêt de changer d'assurance et donc potentiellement de faire évoluer le montant de sa quotité et donc éventuellement de changer de marché cible entre le marché avec sélection médicale, plus de 200 000, et le marché sans sélection médicale, moins de 200 000. Mais Floriane le révoquera dans 30 secondes. Donc, je te laisse la parole, Floriane, pour développer la dernière partie. Oui, merci. Avant de passer à cet aspect-là, le groupe a souhaité proposer d'observer des approches différentes selon le marché des contrats groupes ou le marché des alternatives, puisque l'absence de sélection médicale sur le marché de l'assurance emprunteur nous fait tous pénétrer dans l'inconnu et on peut s'attendre à des impacts plus ou moins mesurables liés à ce nouvel environnement. Ces impacts dépendent de la structure ou de la cible de clientèle de chaque acteur, ainsi que de la capacité de distribution. Donc, on propose dans un premier temps de regarder les objectifs et les enjeux d'un contrat groupe. Alors, les objectifs et les enjeux ne sont pas exhaustifs, mais c'est ce que le groupe de travail a souhaité souligner. Donc, en préambule, il faut garder en tête que les clients dans un contrat, les clients qui recherchent à souscrire une assurance emprunteur, ils sont avant tout des clients de la banque. L'objectif à ce stade, c'est d'accompagner et de favoriser la réalisation des projets immobiliers de tous les clients de la banque, quel que soit leur statut, leur situation médicale. Le contrat doit être donc un contrat universel, le but étant de maintenir une production de crédit immobilier qui, au final, est le socle d'acquisition et de fidélisation des clients bancaires. Donc, il est de ce fait important de maintenir un niveau de mutualisation suffisant pour conserver sur le long terme
cette capacité de traiter tous les clients de la banque. Au regard de l'application de la loi Lemoine sur la partie sans sélection médicale, quels sont les enjeux de l'actuaire sur le pilotage du risque dans le cadre de contrats groupes? On en a identifié quelques-uns. Encore une fois, ce ne sont pas des enjeux ou des opportunités exhaustives. Un premier risque pour les contrats groupes est de se retrouver en mix portefeuille déséquilibré avec un poids plus important en faveur de la partie Lemoine après l'application de la loi par rapport à ce qu'il en était avant, et donc de se retrouver avec une contribution des risques aggravés plus importants post-loi Lemoine. Ça peut être la situation si, par exemple, le marché de l'alternatif se retirait de ce segment, par exemple. Un autre enjeu est de modéliser l'impact d'une déformation des lois de chute dans le cas des assurés qui arrivent avec un risque de santé aggravé, puisque ceux-ci n'ont aucune motivation à changer de contrat et à utiliser la substitution dans ce cadre-là. Mais c'est aussi l'opportunité de revoir le partage de valeur avec le distributeur. L'augmentation de prix peut être transférée à la banque. Et une opportunité importante sur le marché des contrats groupes, c'est quand même la prise en compte des capacités de mutualisation différenciantes par rapport aux acteurs alternatifs qui, eux, ont une moindre surface de mutualisation et donc sont plus exposés aux impacts de l'antisélection. Les contrats groupes ont de ce fait la capacité d'attendre et d'observer avant d'agir. Du côté des alternatifs, par contre, c'est le slide suivant, ce que le groupe de travail a voulu mettre en exergue, c'est le nouveau paradigme dans lequel on est rentré, avec d'un côté une exposition plus forte à l'antisélection, puisqu'on vient de dire avec une moindre surface de mutualisation, et de l'autre, trouver un positionnement tarifaire qui permet de rester concurrentiel. La question de rester ou de sortir du marché s'est posée tout de suite. Même si globalement les acteurs sont restés, la manière de réagir a pu prendre des formes diverses. Il y a eu des vraies sorties, il y a eu des augmentations tarifaires qui ont pu être dissuasives. Il y a eu aussi des retraits de sous-parties du segment Lemoine ou des limitations de garantie. Et je pense que on n'a pas encore tout vu. Les enjeux de l'actuaire pour le pilotage du risque sur les contrats alternatifs sont entre autres de revoir les conditions générales, donc ce qu'a indiqué Tanguy dans la partie précédente, et d'évaluer le prix. Les tarifs doivent être en adéquation au regard du au regard du risque, et ceci a priori, puisqu'on l'a déjà évoqué. Il faut garder en tête qu'ajuster le tarif en cas de déviation du risque observé n'est pas possible puisque les tarifs sont garantis pendant toute la durée du contrat d'assurance. Donc, il sera donc nécessaire de suivre le risque pour comprendre les éventuelles déviations. Et une autre enjeu ou opportunité, c'est pourquoi ne pas développer, comme on l'a déjà dit précédemment, des modes de sélection alternatifs. Donc, au final, que ce soit chez les contrats groupes ou alternatifs, les acteurs ont été largement mis à contribution pour réfléchir à tous ces aspects, mais nous sommes encore dans la période d'observation et de calibrage de ces approches. Un dernier point sur lequel le groupe de travail a voulu se pencher, c'est donc ce que disait Vincent à l'instant, c'est les perspectives qui sont liées à la substitution. Donc, c'est le slide suivant, puisque jusqu'à présent, on a essentiellement évoqué le volet de la loi Lemoine relatif à la suppression de la sélection médicale. Cependant, il faut rappeler que cette loi introduit également le droit de résiliation infra-annuelle pour plus de simplicité dans un changement d'assurance. Et donc, quelles sont les conséquences potentielles sur le marché de l'emprunteur de la combinaison de ces deux aspects de la loi? Avec la substitution, donc la résiliation infra-annuelle, il existe maintenant une opportunité supplémentaire pour un assuré actuellement assuré avec des surprimes ou des exclusions de changer d'assurance pour un contrat sans sélection médicale et donc sans surprime, sans exclusion, dès lors que son capital restant dû assuré
passe en dessous de la barre des 200 000 € du fait de l'amortissement du prêt. Donc, cela introduit un public d'assurés spécifique lié à un arbitrage supplémentaire en fonction du couple tarif et couverture associée, notamment, essentiellement, je dirais, au regard de la garantie arrêt de travail, avec un avancement dans le temps, un rapprochement de la réalisation du risque. Le profil de risque du portefeuille Lemoine actuel pourrait éventuellement se déformer progressivement dans le temps, entraînant une détérioration relative au flux des nouveaux entrants avec un état de santé aggravé, parce que leur encours, justement, baisse. La question pour l'actuaire est d'identifier ce flux. Combien utiliseront la possibilité de substitution dans ce cadre? Là encore, les approches peuvent être différentes au regard du risque, selon notamment si on se trouve sur un contrat groupe ou un contrat alternatif. Donc, il faut garder en tête que le segment dit Lemoine sans sélection médicale regroupe plusieurs segments offrant la possibilité d'arbitrage. On en a déjà évoqué beaucoup à l'entrée, donc à l'octroi de prêts, capitalotage sur les quotités, sur les montants de prêts, mais aussi en cours de route avec la substitution de ces assurés actuellement surprimés ou exclus, ayant un capital restant dû qui décroît au fil de l'eau, qui passera en dessous de ces 200 000 € et qui seront couverts certainement pour moins cher. Tout n'est pas tout noir hein, sur la résiliation infra-annuelle, néanmoins, ça offre aussi la possibilité aux assureurs de capter des parts de marché. Hein. Il faut donc optimiser les profils souhaités avec le volume attendu. Voilà, je ne veux pas noircir le tableau néanmoins. En tout état de cause, je dirais qu'un suivi de la sinistralité sur ce segment est à mettre en place et c'est un changement pour les actuaires sur la manière de piloter le risque avec une nécessité de contrôle du portefeuille en sortie et non plus à l'entrée comme on l'avait précédemment à l'aide de la sélection médicale. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je voudrais juste noter qu'il y a une clause de revoyure de cette loi en 2024. Est-ce que cette date ne serait pas trop proche? Est-ce qu'on aura appréhendé l'ensemble de la sinistrabilité dans sa globalité? C'est aussi une question. Je ne sais pas si mes camarades veulent compléter ce point. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, Floriane, on peut noter que le CCSF, donc Comité consultatif du secteur financier, va réaliser une enquête à la demande du législateur, une étude d'impact sur la mise en œuvre de la loi Lemoine dans sa dimension plutôt résiliation infra-annuelle, avec une publication qui devra être communiquée début d'année prochaine. Mais je suis d'accord avec toi qu'il sera probablement un peu tôt pour avoir une véritable évaluation quantitative de la déviation du risque et des bonnes ou moins bonnes pratiques, moins bonnes, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais des bonnes pratiques mises en place par les assureurs et les actuaires pour ajuster le niveau de tarif au risque réel des contrats d'une part, et puis pour piloter ce risque a posteriori, comme tu viens de le dire. Alors, Axel nous pose une question que je vous soumets à tous les trois. Il s'interroge pour savoir si c'est possible de prendre des primes bisannuelles plutôt qu'annuelles pour les contrats en dessous de 200 000 € pour compenser la prise de risque. Alors, je sais ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est sur des primes mensuelles. Vas-y, je te laisse, Tanguy. Alors, ouais, moi, comme je vous le disais, aujourd'hui, le marché, que la prime soit annuelle ou mensuelle, les tarifs sont garantis, donc ça ne change, ça ne change pas grand-chose qu'on paye une prime annuellement ou biannuellement. Par contre, si le commentaire fait référence à la durée de garantie des taux,
donc la frontière du contrat. En effet, on peut envisager d'avoir des tarifs qui soient révisables périodiquement, soit annuellement, biannuellement. Moi, j'ai déjà vu certains contrats qui sont révisables tous les 5 ans ou rester, comme c'est le cas actuellement, sur des tarifs non révisables. Donc là, il y a un arbitrage entre la flexibilité pour retarifer les contrats et les impacts que ça peut avoir au niveau du capital. Donc notamment au fait que plus la durée du contrat sera courte, moins le capital sera optimisé. Très bien, Oui, écoutez. je tenais quand même à faire un petit commentaire sur cette question qui me paraît intéressante, que moi, je n'interprète pas forcément de la même façon. J'ai compris que en percevant une prime biannuelle, donc en quelque sorte, ça reviendrait à faire une surprime de 100% sur une prime annuelle pour compenser un sinistre qui surviendrait éventuellement la première année. C'est plus comme ça que je l'ai prise. Mais ceci étant, je pense qu'il y a une disposition dans le code d'assurance qui oblige l'assureur à faire payer les primes annuellement. Bon, après, on peut aussi évoquer la prime unique. Mais Alors bon, justement, très... la prime unique est une question qui vient justement d'être forte à propos, donc sur lequel j'attends vos réactions. Le Saliou s'interroge pour savoir si le paiement d'une prime unique à la souscription, alors il écrit est accepté ou serait accepté par les compagnies d'assurance. On peut dire aussi est-ce que ce serait accepté par les clients, est-ce que ce serait accepté par les banquiers. Les banquiers, ils n'ont pas forcément de mot à dire, mais qu'est-ce que vous pensez d'un dispositif de paiement en prime unique, à la fois en termes de pilotage de risque et en termes d'acceptabilité technique et commerciale? Alors moi, historiquement, j'avais en tête que la prime de risque n'avait pas une très bonne image, notamment parce qu'elle n'était pas remboursable en cas de remboursement, sinistre. En cas de changement de prêt. Et donc, l'assuré perdait, entre guillemets, sa prime unique, une bonne partie de la prime unique s'il changeait de contrat en cours de vie. Et donc, j'avais en tête que c'était une des explications pourquoi la prime unique n'est pas proposée sur le marché français. Même si dans d'autres pays, alors plutôt sur des prêts court terme, la prime unique est monnaie courante sur d'autres marchés comme en Italie ou en Espagne. Oui. Bon, j'ajouterais que la prime unique n'est pas remboursable en cas de sinistre, mais remboursable en cas de rachat, de changement d'assurance. Enfin, après, ça peut dépendre des compagnies. Ceci étant, il y a des pays, en effet, comme tu viens de le dire, qui proposent la prime unique, notamment parce qu'on peut y avoir des considérations fiscales, des réductions d'impôts, y compris sur la prime payable la première année, et d'où le fait, notamment en Belgique, où la prime unique est beaucoup revenue. Mais après, je pense qu'il faut donner un attrait, une raison à l'assuré de souscrire sa prime unique, puisque forcément, elle sera plus élevée. Mais l'idée, c'est que la prime unique soit moins élevée que le total des primes, ce qui peut aussi avoir des conséquences favorables sur le taux d'usure, notamment. Une autre nouvelle question, je dis dernière, mais il y en aura peut-être d'autres. Oui, il y en a d'autres, justement. Benoît s'interroge sur le niveau de concurrence en assurance, sur le marché de l'assurance emprunteur et sur le ratio total S sur P au global. Alors, je vais vous laisser donner votre appréciation sur le niveau de concurrence. Sur la deuxième partie de sa question, sur le ratio global S sur P, là, pour le coup, on a quelques éléments d'appréciation suite à la revue thématique qui a été réalisée par le IOPA et publiée de mémoire, c'était en mi-2022, qui évaluait le ratio S sur P pour les crédits immobiliers du marché français. De mémoire, c'était entre 31 et 35%. Je ne me rappelle plus, c'est dans cette fourchette-là.
et avec aussi l'observation que c'était très variable d'un pays à l'autre et que c'était très variable suivant qu'on regardait le marché du crédit IMO, donc avec les taux que je viens d'indiquer, par rapport au crédit conso, par exemple, où les taux observés les S sur P sont beaucoup plus faibles. Donc voilà pour l'ordre de grandeur, c'est entre 31 et 35 pour le S sur P global, IMO en France. Donc sans distinction du marché, des distributeurs, c'est-à-dire contrat groupe, contrat individuel. Donc c'est au cumul de ces deux marchés et au cumul du marché de la substitution et du marché de la primo-accession. Et point important, c'est que ces observations de taux relevés par le IOPA n'intègrent pas une éventuelle, pas éventuelle, mais certaine dégradation liée à la mise en œuvre de la loi Lemoine et donc de la mutualisation entre les risques aggravés ou très aggravés, qui aujourd'hui étaient peu ou moins assurés et qui demain le seront de droit au niveau du marché. Donc, il y a quand même une anticipation, en tout cas c'est ma vision, d'une dégradation mesurée qui s'étalera sur 4-5 ans, mais d'une dégradation du taux S sur P historique qu'on a pu observer sur le marché tel que l'a relevé le IOPA. D'autres commentaires ou réactions, Tanguy, Giuliano et oui, Florian, moi sur le niveau de concurrence Oui, moi j'ai envie de dire qu'au niveau, alors sur le marché de l'IMO, du crédit IMO, la concurrence est maintenant acharnée au niveau des tarifs et ne cesse de s'accroître d'année en année, même si les banques assureurs tiennent toujours le marché. On voit que la pression concurrentielle fait que je pense que la majorité des acteurs ont des S sur P très proches de la moyenne dans les 31-35%, parce que sinon ils n'arriveraient pas à vendre s'ils étaient beaucoup plus chers. À l'inverse, j'aurais envie de dire que sur les crédits conso, où les montants en jeu sont moindres et l'assuré aura peut-être moins tendance à aller faire jouer la concurrence, là les S sur P sont plus bas. Et il y a peut-être moins de concurrence, mais la pression, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore de réglementation contraignante, mais certains acteurs de leur propre chef peuvent décider de garantir un minimum de valeur client et s'auto-imposer des S sur P minimum à atteindre pour garantir que leurs assurés en aient pour leur argent quand ils s'assurent. Je ne sais pas, Giuliano, si tu voulais compléter. Non. Donc, ce point, cette question un petit peu générale ou initiale, introductive sur les SURP a amené pas mal de réactions sur quelle éventuelle dégradation du SP liée à la mise en œuvre de la loi Lemoine sans sélection médicale d'une part. Notre intervenant s'interroge sur l'existence d'une concurrence forte, comme tu l'as rappelé Tanguy, que je partage, avec néanmoins des S sur P qui sont de l'ordre de 30-35%, donc bas, relativement bas, peut-être par rapport à d'autres marchés d'assurance de personnes. J'ai une question sur les S sur P global, moins les salaires, donc les salaires, je suppose que c'était les coûts fixes des assureurs. Donc là, le S sur P tel qu'il est mesuré, c'est la prise en charge des sinistres uniquement. Il n'y a pas les frais de gestion là-dedans, ni les chargements de distribution, ce qui explique effectivement le différentiel. Des réactions sur ces questions complémentaires? Oui, alors je voulais peut-être dire, là il y a un commentaire qui mentionne donc en effet de différence importante entre le crédit conso et le crédit IMO. Alors je dirais que à la différence du crédit IMO sur le crédit conso, généralement le S sur P qui serait à des niveaux bas bénéficie généralement directement au distributeur, plus au distributeur qu'à l'assureur via les mécanismes de participation aux bénéfices.
ce qui n'est pas le cas sur le crédit. Et enfin, il y avait une dernière question, avant de conclure, sur la prime unique pour le coup. Un intervenant s'interroge sur la pratique, note qu'effectivement ce n'est pas une pratique sur le marché français, quand bien même on peut aujourd'hui l'observer par exemple sur certains contrats en perte d'emploi, et il s'interroge sur le cas d'autres marchés de l'Union européenne. Donc Juliano, je crois c'est toi Juliano, Oui, l'Espagne et l'Italie. oui, c'était Tanguy. Tanguy, est-ce qu'il y a l'Espagne, l'Italie également et la Belgique. Donc oui, ça existe sur d'autres marchés, ouais. Et ça reste quand même, techniquement, c'est tout à fait faisable pour l'actuaire, réglementairement, c'est possible. Ensuite, il y a une pratique de culture. Oui, voilà, hein, notamment liée à la fiscalité et également à la possibilité d'intégrer le coût de la prime unique dans le prêt, ce qui se pratique également. Ah oui, de financer par le crédit la prime, c'est ça. Tout à fait. Alors, il y a aussi sur la prime unique, il y a aussi une pratique qu'on voit, c'est d'avoir des crédits qui sont couverts par une prime unique sur une période à partir du début de l'année, enfin du début du crédit, pardon. Donc, par exemple, une prime unique sur 5 ans et après 5 ans, de passer en prime régulière. Donc, moi, je sais que j'ai déjà vu sur des durées de 5 ans, notamment en Espagne, ou 10 ans en Italie, notamment sur des garanties, par exemple, quand il y a de la perte d'emploi impliquée. Et lors de nos échanges, Juliano mentionnait que ça existait aussi en Belgique sur des durées à 3 ans. Ensuite, la question pourrait se poser de savoir est-ce que la prime unique pourrait être un moyen, pourrait être un levier efficace de maîtrise de risque pour les actuaires dans le contexte de suppression de la sélection médicale. Sur de mon point de vue, la question reste ouverte. Personnellement, je le pense. Après, à condition qu'elle soit bien tarifée, encore une fois. Mais la difficulté reste à intégrer la prime unique dans notre culture. Et enfin, donc, on a quand même une dernière question qui revient sur la dégradation moyenne des SURP selon vous. C'est vrai que aujourd'hui, la vision qu'on a du marché, c'est donc une évaluation a priori, comme l'a rappelé Juliano, et on a un certain nombre de facteurs objectifs de sur-risque liés à la suppression de la sélection médicale, comme les surprimes, comme la part des sinistres, des exclusions, comme la part des prêts non couverts en garantie arrêt de travail, qu'on peut estimer a priori. Par contre, il reste quand même pas mal de facteurs inconnus, comme la part de l'antisélection, la part d'optimisation d'un marché à l'autre qui vont faire transférer du mauvais risque sur le marché de moine. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là aujourd'hui ne sont pas connus, donc il faudra attendre quelques années probablement avant de pouvoir les évaluer, ce qui fait qu'on risque de se retrouver avec quelques générations pour lesquelles ces sur-risques seraient mal ou incorrectement évalués. Et donc, c'est ce qui m'a fait dire qu'effectivement, on pourrait avoir une dérive jusqu'à 5 points de SP pour arriver à quelque chose qui pourrait être un 40% quand même. Mais aujourd'hui, il n'y a pas à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas vu d'estimation, d'évaluation. Ça reste très empirique par rapport à un comportement de marché qui est en train de bouger, mais sans qu'on soit véritablement en capacité de mesurer le transfert de mauvais risques du non-lemoine vers le lemoine, parce que par nature, on n'est plus en capacité d'observer a priori les risques, on ne peut l'observer qu'à posteriori, donc uniquement au moment de la réalisation des sinistres. Et là, il faut en moyenne 3 à 5 ans avant que surviennent les sinistres sur les portefeuilles emprunteurs. Il y a une question sur la dégradation anticipée des S/P. Alors, sur ce point-là, je pense que personne n'a la réponse à ce stade, mais ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup d'acteurs ont retarifé, ma connaissance, autour de 30-40% de hausse tarifaire pour ce segment lemoine par rapport au segment avec sélection médicale. Mais là encore, ce sont des hypothèses prises par l'actuaire des compagnies et on n'a pas de recul.
Et voilà, c'est une autre manière maintenant de piloter le risque, hein, comme on l'a dit, comme Vincent l'a déjà rappelé, ce sera a posteriori. Oui, une question d'Angelo sur est-ce que la SURP peut être différent selon que la tarification soit basée sur le capital initial ou restant dû. Absolument, bien sûr, hein, puisque un prêt dure en moyenne 8 ans. Bon. Et il est clair que la prime, dès lors qu'elle est constante, elle est lissée. Donc, elle ne correspond pas au risque. Et du coup, c'est clair que la SURP sera supérieure en prime capital initial par rapport à une prime capital emprunté. Donc, en tant qu'assureur, l'idéal est de proposer, de privilégier la prime sur capital restant dû. Et cet écart de S sur P, je me permets de faire un petit aparté, Oui. et tout l'enjeu temporel, cet écart de S sur P temporel, tout au long de la vie du contrat, et tout l'enjeu du calcul de la provision pour risque croissant, sur lequel d'autres acteurs au sein du groupe de travail assurance emprunteur ont travaillé. Et donc, je vous encourage à aller consulter le résultat de leurs travaux dans les guidelines qui se sont conclus, traduits par des guidelines publiés sur le site de l'Institut des actuaires pour justement évaluer cet écart entre la perception de prime et la réalisation du risque, qui arrive effectivement selon qu'on arrive ici sur capital initial ou sur capital restant dû. Je vous propose maintenant de conclure ce webinaire. D'abord, je remercie l'ensemble des intervenants, Juliano, Tanguy, Floriane, pour leur Ainsi, contribution en amont. permets-moi, Vincent, de remercier Myriam Reiti, qui devait être présente, mais qui n'a pas pu être présente pour des raisons personnelles. Tout à fait. Donc, merci pour votre contribution en amont de ce travail, de cette restitution, parce que nous y travaillons tous maintenant depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an même précisément, dans le cadre de la deuxième saison du groupe de travail Assurance Emprunteur. Et j'espère que ça pourra continuer à l'occasion de la troisième saison qui démarrera à partir du mois de septembre de cette année. Et donc, si le sujet vous intéresse, que vous soyez ou non praticien de l'assurance emprunteur, vous serez cordialement invité à rejoindre le groupe de travail Assurance Emprunteur à compter du mois de septembre ou d'octobre de l'année prochaine, de cette année, septembre de cette année, pour contribuer, réfléchir avec nous et éventuellement sur des sujets différents de ceux que j'ai pu lister en introduction. Merci encore pour votre présentation, pour avoir répondu aux questions. Et puis, merci aux 150 personnes qui sont toujours présentes à ce webinaire. Nous étions 230 au début, 150 à 150 maintenant. Donc, c'est un très bel auditoire. Merci à tous. Merci Floriane, merci Tanguy, merci Juliano. Nos adresses mail sont à l'écran si vous voulez compléter poursuivre les échanges en bilatéral. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et une bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée.